Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est avec Twitch. Twitch dites bonjour. Évidemment, on se régale, on se régale, on se régale sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir, hein, c'est dans la description, c'est gratuit. Vous cliquez, vous êtes sur Twitch, ça fait plaisir. On tourne du coup ce top d'essai, contrairement à l'accoutumée, direct finalement, de Twitch. Donc si jamais je dis des bêtises, les gens pourront me corriger. Et si jamais je suis trop hype sur une carte, ils pourront redescendre peut-être un petit peu mon niveau de hype. J'ai brassé large, hein, j'ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Non, 12 cartes. 12 cartes en prenant en compte les cartes de Tarkir du coup et les cartes de Commander Tarkir, puisqu'elles sont légales en Duel Commander. Et je vous donne mon avis, où est-ce que je vois jouer certaines de ces cartes ou pourquoi je vois jouer ces cartes-là. En tout, j'avais une vingtaine de cartes, mais j'ai fait des cuts, je dis un top avec trop de cartes, juste parce qu'elles sont intéressantes, c'était un peu moins pertinent. Je pense qu'il y a des cartes qui peuvent être jouées par-ci par-là. Mais voilà, quand c'est un peu trop précis, quand c'est pas sûr, quand c'est pas spécialement fort, juste que c'est un effet qui existe déjà, mais c'est une nouvelle copie de cet effet, j'ai pas spécialement mentionné. Je l'ai fait un peu, mais pas pour toutes les cartes. Voilà, donc j'ai réduit un peu la sélection. Comme d'hab, vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce top-là. Disons, Twitch, vous dites pas bonjour à YouTube, là je vois, là c'est pas poli. Hein. Alors que vous êtes 139, 139 pas poli, c'est pas cool. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce top. Et si vous avez mis un pouce bleu et que vous êtes abonné, vous êtes potentiellement tirable au sort pour gagner un bon d'achat de 80€ sur la boutique labelcarte.fr, offert par Labelcarte. Ça fait plaisir, il y a du Magic, mais pas que, il y a plein de produits. TCG, accessoires, etc. Vous pouvez vous faire plaisir avec le bon d'achat que vous gagnerez peut-être, ou bien avec le code ValetPL 2025 pour avoir 5% de réduction lors de votre première commande. Ça fait plaisir. Et c'est valable sur tout. Donc ce petit top, on va le commencer. Si vous voulez nous soutenir aussi, il y a Tipeee bien évidemment. Et merci à GameGenie, que j'ai failli oublier, sur l'année 2025 qui nous soutient. Quel plaisir, quelle grâce! Toutes mes deckbox sont sous beaucoup trop de cartes. Il faut que je range ce bureau. Hop, je prends une deckbox Game Genie. Imaginez qu'elle est magnifique. Voilà. Ah non, j'ai celle-là. J'ai celle-là, justement. Voilà. Comme ça, vous avez vu la magnificence. Vous avez imaginé une deckbox, elle était encore plus belle que prévu. Bref, pour ce top d'essai, avant de commencer, vous allez dire, mais t'as toujours pas commencé? Mais non, je voulais vous parler de ceci. Et oui, Coupe de France de Duel Commander en équipe, c'est pas sponsor, rien, ils m'ont pas demandé de mettre ça en avant, mais j'y participe, donc je voulais vous le dire. Et quoi de mieux qu'une vidéo d'essai pour vous en parler? Ce sera à Saint-Aulne le dernier week-end de mai, à cheval mai-juin. Si vous voulez y participer, je vous mets le lien en description. Donc c'est cdfdce.fr pour vous inscrire directement. Enfin, c'est via Helloasso, mais il y a tous les liens sur le site. Et voilà, donc si vous voulez y participer, n'hésitez pas. J'y serai avec l'équipe Labelcarte, qui ne sont pas Bat et Val, mais qui sont deux collègues joueurs de Duel Commander à moi de Toulon. Et oui, Bat sera au fourneau. Et Val ne participe pas, ne fait pas de Duel Commander, donc forcément, c'était plus compliqué pour participer à la Coupe de France de Duel Commander en équipe. Il n'y a pas de qualification, c'est sur invitation, en tout cas cette année. Le circuit, je suppose qu'il a vocation à être reconduit les années suivantes, avec potentiellement des qualifs et tout. J'aime bien que ce soit un open, pour le coup, si je peux donner mon avis, parce que c'est un peu plus convivial, et en plus c'est en équipe et tout, c'est trop bien. Donc c'est le team trio, on joue chacun 3 decks avec un pool de cartes singleton unifié, donc on ne peut pas avoir, à part les terrains de base, des cartes en double dans nos decks. Et voilà, donc il faut faire une line-up en fonction de ça. Quand on aura fini notre line-up, je vous l'annoncerai et vous montrerai certainement les decklists. Ou peut-être que je garderai ça pour le débrief, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai, je vous tiendrai au courant. En tout cas, moi je serai le joueur contrôle. Voilà, on se fait plaisir. On est parti du coup, boum, j'enlève ça, je mets ceci. Et je crois pas que j'ai trié par couleur. Et en plus, il y a du blanc, c'est un peu caca. Attendez, je vous corrige ça. Et évidemment, on commence avec ce Hugin. Ce Hugin, l'œil des tempêtes, pour 7, il a avec 7 marqueurs loyauté. Il a trop de capa. Il a trop de capacité. Quand vous lancez ce sort, exilé jusqu'à un permanent choisi, ciblé, pardon, qui a au moins une couleur, donc pas les landes. À chaque fois que vous lancez un sort incolore, exilez un permanent ciblé qui a au moins de couleur, donc on refait l'effet. Plus 2, on gagne 3 points de vie, on pioche une carte. 0, on fait 3 mana incolores. Moins 11, on va chercher dans notre bibliothèque n'importe quelle carte n'importe quel nom de cartes non terrain incolores. On les exile, puis on mélange notre deck, et jusqu'à la fin du tour, on peut lancer ces cartes sans payer le coup de mana. C'est fort.
C'est pas fort partout, attention, mais c'est fort dans les decks qui peuvent se permettre d'aller chercher des gros spells. Je pense que le deck qui l'accueillera le mieux, c'est Azusa, parce que ça va ramper Azusa, donc caster ça, c'est facile. On aime avoir des gestions, mais en mono vert, c'est pas simple. Là, c'est une gestion qui gère quand même beaucoup de trucs. C'est une gestion qui gère les trucs relous, donc des combos par exemple, ou alors des effets Moon, Blood Moon, Blue Moon, qui sont très relous pour Azusa, avec ce Hugin. Ça fait de la value ensuite tous les tours. Hein. Vous avez gagné 3 points de vie, piocher des cartes, c'est très bon, notamment contre aggro. On a géré une bête, on pioche des cartes, on gagne des points de vie. Les 3 mana incolores peuvent être utilisés aussi dans Azusa, mais bon, si vous avez déjà de quoi caster Hugin, généralement c'est que vous êtes bien, mais vous pouvez caster un Eldrazi plus tard. Enfin, le tour suivant, par exemple, avec. Il y a quelques tricks intéressants, notamment il y a beaucoup de listes qui jouent Creuser des mondes ou d'autres artefacts qui peuvent se jouer avec le 0 du Gin, qui permettent d'exiler tout de suite un autre permanent incolore. Donc vraiment, dans Azusa, c'est premium. Et le -11, vous pouvez faire des trucs un peu sympas, quoi. Un peu sympa avec, en allant chercher des Eldrazi en les castant. Voilà, je m'étends pas trop sur le Hugin, puisque à part Azusa, je vois pas trop où ça peut être joué. Ça reste une bonne carte, hein. C'est 7 mana, gestion, piocher une carte, 3 points de vie, et tous les tours, on fait de la value. Il arrive avec 7 marqueurs plus de 9. C'est vraiment, vraiment très puissant, très dur à les déloger. On continue avec la voie de la victoire. Pour 2, on a une 1-3 mobilisation 2, donc qui fait 2 tokens 1-1 en attaquant, et qui dit que nos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant notre tour. C'est un peu corner, c'est une carte qui a des stats défensives et un effet défensif, mais qui a une capacité d'agression pour se rentabiliser, typiquement quand vous n'avez pas utilité à sa capacité statique. Je suis pas fan de la carte, mais je sais que empêcher l'adversaire de jouer pendant votre tour, c'est fort. Ça empêche les adversaires de contrer vos spells pendant que vous résolvez votre combo ou juste des gros trucs en rituel. Ça empêche... ouais, voilà, ça empêche plein de trucs. C'est relou, c'est facile à caster puisque c'est seulement un mana blanc, contrairement aux précédents effets, par exemple Teferi, qui empêche aussi vos adversaires de jouer pendant votre tour, finalement par ricochet, et qui demande d'avoir 2 couleurs. Grand Abolisseur, je crois qu'il s'appelle, qui coûte 2 mana blanc, donc un peu plus chiant à caster. Voilà, voie de la victoire, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un peu corner, mais c'est bien. Mesure désespérée. Ça, je pense que plein de gens passent à côté. Et je trouve ça super. Alors, dans le méta actuel, un petit peu moins bien, mais super. Pour un mana noir, avec un dessin qui est vraiment hyper stylé, une créature ciblée gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand elle meurt sous votre contrôle ce tour-ci, piochez 2 cartes. Ça, c'est top, parce que dans plein de decks comme Grist, on aime avoir ce genre de petites cartes toolbox qui peuvent faire de la gestion et qui peuvent rentabiliser vos alpha mana ou les tokens insectes que vous créez avec votre Grist, par exemple. C'est pas un deck très présent du méta, Grist, qui a vachement disparu, mais je prends ça comme exemple parce que c'est une bonne carte dedans. Pour un mana, piocher 2 cartes, sans trop de contrepartie, c'est cool. C'est un anti-bet qui est assez efficace en early, puisque si vous jouez contre des Sleep-Footed Squeak qui reviennent un petit peu sur le devant de la scène, vous pouvez tuer quasiment tous ces birds avec mesure désespérée. Vous piochez pas de cartes, hein, sinon ce serait un peu broken, mais c'est cool. Tout ce qui est Yoshimaru, qui va du coup faire une 1-1 pour 1, que ce soit Mère des Runes ou son Yoshimaru, vous le cueillez avec mesure désespérée, c'est sympa aussi. Il y a plein de bonnes petites applications à cette carte-là. Je dis pas, attention, que c'est un staple, que tous les decks noirs vont jouer ça, mais je pense qu'il y a plein de decks qui ont envie de rentrer mesure désespérée, justement, si vous jouez des Alpha Mana de votre côté, donc c'est les decks Golgari, enfin Golgari, June, tout ça. Proche aussi, je pense que Proche, il peut avoir envie d'avoir une petite mesure désespérée, c'est quand même assez fort. Kroxa qui meurt, hop, voilà, vous pouvez faire des tricks aussi avec Kroxa, bien joué le chat, hein, parce que quand elle meurt sous votre contrôle, c'est pas l'effet de la carte qui la fait mourir, mais quand elle meurt sous votre contrôle, vous piochez 2 cartes. C'est bien. C'est bien, ce mesure désespérée, et comme j'ai vu personne en parler, peut-être que c'est à raison, c'est que la carte n'est pas très bonne. Moi, je trouve qu'on fait des trucs sympas avec. On enchaîne avec une carte très précise, la cérémonie Sipsik, 3 mana noirs, enchantement légendaire, les sortes de créatures que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Waouh, broken. Attendez, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, si vous l'avez lancée, détruisez cette créature, puis créez un jeton de créature de 2 noirs zombies et druides. C'est uniquement une carte de combo, et je pense que c'est uniquement une carte de combo de mono noir. Je vous mets le skin, ça fait plaisir. Elle est là pour... ah non, c'est pas plaisir. Elle est là pour combo avec Acererak. Merci beaucoup Blick pour le 56e sub. Acererak qui joue donc mono noir combo, qui a envie d'avoir des effets qui réduisent le coût, puisque Acererak coûte 3 mana noirs, enfin 3 mana dont 1 mana noir, et du coup ne coûte plus que 1.
Vous mettez le trigger d'Acerac en pile qui est qu'il remonte dans votre main quand il est joué. En même temps que ça, du coup, zou, vous ne détruisez pas la créature puisqu'elle n'est plus là au moment de résoudre l'effet. Je sais pas, petite question, je sais pas si on fait le token de 2 noirs zombie quand même, ce qui serait cool. Mais voilà, le but c'est surtout de combo, puisque quand vous avez comment ça s'appelle, Acerac et un truc qui permet de générer un mana quand vous avez Acerac qui arrive en jeu, Relique des légendes, je crois, ça marche, et d'autres cartes, bah, vous faites combo infini. Il fait le token zombie quand même, on me dit. Merci beaucoup le chat. Du coup, ça vous permet de faire plein de belles magies et de tuer adversaire en combo. Il y a déjà des cartes qui font un peu ce genre d'effet qui existe et qui sont jouées dans le pack. C'est un effet supplémentaire. Voilà. Ça rentre que dans ce pack-là. Enfin, ça peut combo avec d'autres packs aussi, mais 3 bananes noires, c'est plus chiant à caster. Donc, ce sera surtout pour Acerac. Quand on a 2 cartes dans le pack qui font combo avec notre général, donc qui est dans la zone de commandement, c'est toujours intéressant. Pas sous-estimer. Le deck fait quelques perfs à droite à gauche. Il aime pas trop les contrôles, donc voilà, ça dépend à quel point un contrôle est présent dans le méta. Terza, brise lumière. Pour 3, on a une 3-3 célérité. Quand elle arrive, défaussez-vous jusqu'à 2 cartes, puis piochez autant de cartes. Et à chaque fois que Terza, brise lumière, attaque, s'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, exilez une carte au hasard depuis votre cimetière, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. C'est un drop 3 haste qui va bagarrer votre adversaire dès que ça arrive, donc c'est cool. Qui vous permet de recycler vos cartes, ça ne vous fait pas de value, parce que ça vous demande de défausser pour piocher, et vous défaussez d'abord, mais si vous avez un land ou des drops un peu moisis, genre dans Mono Red, à bazarder, vous allez chercher des burn spells, des trucs un peu plus efficaces. Et 7 cartes dans votre cimetière, bah avec les petits fetch que vous jouez, avec les burn spells, les bêtes que vous êtes fait tuer, vous êtes généralement pas trop loin des 7 cartes quand vous jouez Terza. Donc vous n'avez pas envie spécialement de trigger son effet de suite, mais avec son premier effet qui vous nourrit peut-être de 2 cartes de votre cimetière, vous serez généralement, quand elle arrive au tour 3, à 4 ou 5 cartes au cimetière. Donc ça veut dire que le tour suivant, c'est pas trop dur de pouvoir trigger son effet, de faire du coup de la value avec cette Terza et de rejouer des cartes. C'est peut-être un petit peu faible pour un tour 3 de Duel Commander, mais ça fait quand même plein de choses. Hein. Genre si vous lui demandez gentiment, ça vous fait le café aussi. Donc peut-être pas, et je dis mono red, mais pas forcément. Il y a des decks qui vont défausser des cartes qui sont peut-être bien aussi. Croxa, à mon avis, c'est plus trop joué, mais c'est un deck qui remplit bien le cimetière, donc ça pourrait marcher. Flemmoir, voilà, merci dans le chat, je cherchais le nom de la moto. Ça marche aussi bien, bah, c'est le nouveau Croxa, hein, Flemmoir, même si c'est pas exactement la même decklist. Il y a des gens qui jouent Ange aussi, qui ont de bons résultats, donc c'est Rakdos Reanimate, Reanimator. Vous mettez des créatures à réanimer au cimetière en faisant de la value, c'est très bon. Pourquoi pas, cette Terza brise lumière, c'est cool. Familier du garde-croc. Alors là, je suis biaisé, je le sais. Je suis biaisé parce que j'adore la carte. Je suis pas sûr que ça a un power level suffisant pour le DC, mais ça fait quand même plein de choses. Pour 4 mana, dont Sultai, vert, noir, bleu, on a une 3-3 flash qui fait 3 effets différents quand elle arrive. Enfin, 1 parmi 3. Quand cette créature arrive, choisissez l'un, vous gagnez 3 points de vie et surveillez 3. Vous détruisez un enchantement ou vous contrecarrez un sort ciblé. Oui, la carte précédente marche dans Yoshi, parce que c'est légendaire, effectivement. Donc ce familier du garde-croc, il fait un peu tout, mais c'est des effets un peu faibles. Pour 4, détruire un enchantement, c'est un peu faible. Pour 4, contrecarrer seulement un sort de créature, c'est un peu faible. Et surveiller 3, gagner 3 bonus, c'est un peu faible. Mais, pourquoi je la mentionne? Parce que Glarb est un deck du metagame assez populaire, et que c'est un drop 4, ce familier, ce qui permet de le jouer du dessus de la bibliothèque avec Glarb. Donc est-ce que cet argument va faire mouche? Est-ce que grâce à Glarb, on va pouvoir jouer ce familier du garde-croc qui sera à mon avis joué que dans ce deck-là? Pourquoi pas? Je pense aussi que dans Atraxa, c'est pas dégueu, parce qu'on a envie de pouvoir gérer les effets Moon, et du coup ça, si vous avez du mana open, vous ne pouvez pas contrer un effet Moon par exemple, mais vous pouvez soit contrer une créature genre Magus bleu ou rouge, soit vous prenez votre mana en pool, la Blood Moon résout, et vous jouez votre familier du garde-croc qui va détruire la Blood Moon. Donc c'est un outil de lutte supplémentaire, de lutte anti-moon, ce familier du garde-croc dans Atraxa, qui peut l'accueillir, je pense. Hein. En plus, c'est flash, c'est bien qu'on ça rehausse un peu le match-up contre aggro. Je pense que c'est quand même meilleur dans Glarb, puisque on va le jouer du dessus de la bibliothèque, donc c'est une très bonne carte, en plus qu'il y a le flash. Mais voilà, ça a 2 maisons potentielles. Je sais que je suis un peu biaisé sur la carte. Si c'est joué, c'est cool.
En plus, le skin est joli pour le coup du familier, je crois. Ouais, il est sympa comme. Mage façonneur de champ. Pareil. Je suis un peu haut sur la carte. Je pense pas que ce soit si bien que ça. Mais le problème de cette carte-là, ce sont ses couleurs. Pour Témur, vert, bleu, rouge, on a une 3 de flash qui dit que quand elle arrive, une carte d'éphémère ou de rituel ciblée dans le cimetière acquiert l'harmonisation jusqu'à la fin du tour. Et le coût d'harmonisation de la carte est égal au coût de mana. Donc harmonisation, c'est rejouer la carte du cimetière en fait, puis l'exiler. Donc par exemple, si la carte coûte 4 et un mana bleu, vous devez payer 4 et un mana bleu en harmonisation pour payer son coût. Mais vous pouvez engager tout de suite le mage façonneur de champ pour payer uniquement un mana bleu. Donc ça peut faire plus de value suivant le board que vous avez qu'un Snapcaster mage. Et Snapcaster, c'est toujours une carte qui joue en DC. C'est pas la meilleure carte du Duel Commander, mais c'est toujours joué. Le problème, c'est que c'est 3 couleurs. Donc ça veut dire que c'est à partir de 3 mana, donc il faut au moins 4 mana pour commencer à faire de la magie. Et bon, ça marche très bien sur des contres, hein, c'est-à-dire ce qui est la cible préférentielle. Et Témur est très peu, voire pas du tout joué en Duel Commander. Il y a un petit peu loot en Témur qui a fait des perfs à droite à gauche, qui en plus a une base un peu contrôlish. Donc pour le coup, mage façonneur de champ, ça rentre très bien dans le pack à mon avis. Voilà, il n'y a pas beaucoup de maisons pour accueillir ce mage. J'aime bien le body, 3-2 c'est quand même meilleur que 2-1. Ah, mais c'est fou, c'est la parole de Dieu qu'on entend. Mais non, ce n'est que moi. Ce n'est que moi qui dis des choses évidentes. Mais ça met une cloque. La cloque à 3 est quand même plus intéressante dans Magic. Ça résiste un peu mieux aussi sur le board. Plein de bons arguments pour jouer ce mage. Un argument majeur pour ne pas le jouer sont ses couleurs. Ensuite, je le compte comme une carte, mais je vous parle de ce cycle. Toutes les cartes sont intéressantes, mais je vous ai pris les 3 plus intéressantes qui sont la verte qui permet de surveiller 2, la bleue qui permet de rendre un sort incontrable et la rouge qui permet d'exiler la carte du dessus et jusqu'à la fin du prochain tour de pouvoir jouer cette carte. Pour moi, c'est la verte et la rouge qui sont meilleures que la bleue. La bleue est effectivement forte, parce que montagne ou forêt, ça veut dire que dans plein de decks, ça peut arriver d'étapes assez facilement. Mais c'est 2 mana pour le sort incontrable, c'est-à-dire qu'il faut décurver, c'est un petit peu relou. Alors que ces 2 cartes-là, ça coûte 4 et l'engager, donc 5, mais ça vous fait de la value en fin de tour. C'est strictement meilleur que Château Vendresse, village de Kishla pour moi, notamment avec Glarb, encore une fois ça marche très bien. Et ça, dans tous les decks qui peuvent l'accueillir. Alors mono rouge, je suis pas sûr parce que c'est un land tap dans mono rouge, c'est un peu dommage. Mais tous les decks rouges et avec du blanc ou du bleu, à mon avis, ils ont envie d'avoir un monastère de la montagne de Kori parce que à fin de tour, je paye 5, j'exile la carte du dessus, je prends mon tour, je pioche, donc j'ai eu 2 cartes. J'ai pioché une carte avec un land, c'est hyper bien. Et en plus, ça arrive relativement souvent dégagé. Ce n'est pas légendaire, donc pour Yoshimaru, ce n'est pas un bon land, je pense. Le land blanc est peut-être ok pour Yoshimaru, même s'il n'est pas légendaire, parce qu'il met des bêtes attaquantes. Mais bon, ça coûte 3. Je ne l'ai pas mis dans le top parce que je trouvais ça un peu cher si on ne cherche pas spécifiquement à jouer token. C'est des bons lands, à ne pas douter que ce sera joué par-ci par-là en DC. Il faut que je récupère les miens à zap. Quoique le bleu, il est un petit peu coûteux. Ensuite, on passe aux cartes de l'extension Commander de Tarkir. On a la volonté des Mardus. Pour 3 mana, on a un éphémère qui dit choisissez l'un. Si vous contrôlez un commandant au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les 2 à la place. Donc si vous tuez votre commandant en réponse, vous faites quand même les 2 effets. Premier effet, créer un nom de jeton de créature 1-1 rouge guerrier égal au nombre de créatures qu'un joueur ciblé contrôle. Deuxième effet, la volonté des Mardus inflige à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc ça se fait après la résolution du premier effet si vous avez votre commandant. Donc vous faites 3-4 dettes et vous mettez 2-3 dégâts à une cible, à une créature. Pourquoi je cite cette volonté des Mardus alors que c'est une carte qui, quand il n'y a pas de board de part et d'autre, ne fait rien du tout. Elle ne fait 0 dégâts, elle crée 0 token. Parce que je trouve que dans beaucoup de situations, elle a un plancher très acceptable. Vous vous faites attaquer par un deck aggro, pour 3, vous faites autant de bêtes que de bêtes qu'il a. Donc si vous n'attaquez pas avec tout en plus, ça vous fait du rab. Vous pouvez prendre quelques trades, bloquer. Deuxième effet, si vous, de votre côté, vous avez quelques bêtes, ça peut faire un anti-bet passable, mais ça s'utilise. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de créatures, l'utiliser sur vous, le premier effet d'ailleurs, pour faire beaucoup de bêtes en fin de tour. Et si vous avez votre commandant, de créer ne serait-ce que 3 bêtes, et c'est pas déconnant d'avoir 3 créatures sur bataille de votre côté ou de côté adverse, vous faites 3 bêtes et vous tuez une bête, c'est hyper fort en éphémère. Genre fin de tour, je vais créer 3 tokens 1-1 et je tue ton général par exemple, boum, je mets 3. L'adversaire n'est pas content.
il est pas content du tout, et c'est normal. Vous swingez la tempo de la partie très fort, et quand on sait que c'est un format de tempo, le Duel Commander, je trouve cette volonté des Mardus hyper intéressante. Comme je vous le disais en préambule, c'est une carte qui, dans certains cas, ne fait rien du tout. Mais moi, je la trouve cool. Même en deck contrôle contre les decks aggro, je trouve ça pas dégueu, quoi. Donc je pense que ça passera pas le cut de plein de decklists. Mais souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en parce que la carte est forte. On reste avec les volontés, donc j'ai pas mis tout le cycle parce que c'est les deux cartes les plus intéressantes selon moi. Pour 4, en noir, on a la volonté des Abzan. Choisissez l'un si vous contrôlez un commandant, voilà, vous faites les deux effets, tu connais. Ciblez n'importe quel nombre d'adversaires, chacun d'eux sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures que ce joueur contrôle et perd 3 points de vie. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Pour le côté réanimation, tous les spells de réanimation coûtent moins cher en Duel Commander que 4 mana. Pour le côté anti-bet, tous les effets sacrifices comme ça un peu ciblés coûtent moins cher en Duel Commander que 4 mana. Il y en a qui sont joués à... Enfin, généralement c'est 2 ou 3 mana. Là par contre, avec notre commandant, on peut encore une fois faire un swing de tempo de fou. Si vous avez votre commandant, vous pouvez faire sacrifier la grosse bête en face, faire perdre un point de vie, réanimer une créature de votre cimetière. Donc vous faites moins une bête en face, plus une bête de votre côté, perte de 3 points de vie. Il a perdu forcément sa plus grosse bête, vous avez normalement réanimé un truc costaud. Pareil, la tempo là pour 4 mana, elle est délirante. Ça marche bien avec des Grist, typiquement, qui se joue au tour 3. Donc vous pouvez faire tour 1 Alpha Mana, tour 2 Grist qui meule une carte. Tour 3 Volonté des Abzan. Sur les deux cartes que vous avez meulé Grist, si vous avez une bête, vous réanimez une bête, vous faites sacrifier un truc en face. La tempo elle est écrasante, quoi. La tempo elle est vraiment écrasante, mais ça nécessite un setup parce que les deux effets, même s'ils sont ok, c'est jamais mort. Vous avez toujours un truc à réanimer de votre côté ou à faire sacrifier en face. Voilà. Si vous n'avez pas les deux effets, c'est un peu moins. C'est pas mort comme carte, mais c'est un peu moins. Après vie du terreau. Alors ça, je dédicace cette carte à mes joueurs de Hidetsugu et Kairi. Je pense que c'est une carte pour vous. Même si, attention, une carte aussi puissante qui peut coûter 3, on s'en méfie. Pour 8 mana, dont 3 mana noirs avec la fouille en rituel, pour chaque joueur, choisissez une carte de créature dans le cimetière de ce joueur. Mettez ces cartes sur Shomata et sous votre contrôle, ce sont des zombies en plus de leurs autres types. Donc vous pouvez choisir votre adversaire et vous. Et en exilant 5 cartes, pour 3 mana noirs, vous allez réanimer une bête adverse, une bête chez vous. Donc pour 3 mana, vous réanimez 2 bêtes. Si vous avez un plan un peu réanimateur, c'est assez fort. Et ça veut dire que vous pouvez nourrir votre cimetière facilement. Donc, allez chercher les 5 mana, enfin les 5 cartes exilées avec la fouille. Pour justement ne le payer que pour 3 mana. Ou même 4 mana, c'est encore ok, réanimer 2 bêtes. C'est très précis. C'est un spell cher qu'à la fouille, donc c'est pas mal dans Hidetsugu et Kairi qui peut se permettre déjà un spell à 3 mana noirs et qui est puissant. C'est un spell qui est bon dans des decks réanimateurs qui vont se nourrir le cimetière. Encore une fois, est-ce que ça passe le cut? Je ne sais pas. Je fais ces vidéos non pas pour vous dire quelle carte va être jouée absolument en Duel Commander, mais pour vous parler des cartes qui, selon moi, sont jouables en Duel Commander et ont un intérêt, bien évidemment. Parce que sinon, à chaque fois, vous vous doutez que je vous fais un top qu'avec 3-4 cartes et encore. Donc ouais, la prévue du terreau, sympa. Sympa le power level sur des decks qui peuvent évidemment l'accueillir et caster la carte facilement. Si vous ne nourrissez pas votre cimetière, cherchez pas à jouer ça pour 8. Et dernière carte de ce top, le chanteur d'orage redoublé. Là, je me fais plaisir. C'est pas du tout une carte, je pense, qui va être jouée en Duel Commander. Mais j'ai un petit péché mignon. J'aimerais qu'un jour, un deck existe en Duel Commander et fasse des perfs. C'est le deck Goro et Satoru. Je l'avais buildé, il y a encore la vidéo, je pense, sur la chaîne. À l'époque, c'est un général Grixis qui crée des dragons 5-5 quand on touche un adversaire avec une bête qui est arrivée en jeu ce tour-ci, donc les bêtes haste ou les tokens. Et le chanteur d'orage redoublé, à chaque fois que cette créature attaque, pour chaque jeton de créature que vous contrôlez qui est arrivé ce tour-ci, créez un jeton engagé et attaquant qui est une copie de ce jeton. Décidément, je n'ai plus de voix. Au début de la prochaine étape de fin, sacrifiez ces jetons. Et du coup, avec Goro Satoru, vous allez créer des jetons qui sont des copies de ce que vous avez créé déjà, donc des gobelins 1-1, célérité, tu connais. Et en plus de ça, vous allez pouvoir recréer des dragons, techniquement. Ah non, ils arrivent attaquants? Ah, ils arrivent forcément attaquants, donc non, laissez tomber. Ça ne crée pas de dragon. En tout cas, ça double les effets de création de tokens, ce qui fait qu'il y a plus de chances que ça touche, et du coup que vous créez votre dragon. Je me voyais déjà créer 2 dragons par tour maintenant. Un peu faiblard. Ah, ça ne marche que dans ce deck-là. En fait, c'est un deck qui, naturellement, veut créer des tokens pour créer des dragons.
Donc en fait, ça, c'est un drop 3 qui vous assure, on va dire, d'aller chercher vos dragons. Je le mentionne parce que ça me fait plaisir, attention. J'ai pas dit que c'était insane. C'est vraiment pour Gorogoro Satoru, où j'ai des générations de tokens, mais j'y crois pas trop. C'est mon petit plaisir du top. Voilà pour ce top Duel Commander. Pour retenir les cartes vraiment intéressantes et puissantes que je pense voir dans des decks Duel Commander, il va y avoir Hugin. Voix de la victoire aussi, l'effet est assez push. Bon, ça, j'y crois pas trop de le voir dans beaucoup de decklists, mais ça me ferait plaisir. Cérémonie Sipsi qui va rentrer forcément dans les decks Acerarak. Tersa qui a beaucoup de decks qui peuvent l'accueillir. Ça, j'y crois moi, mais je comprendrais que ça perf pas. Ça, à part dans l'autre, on n'y croit pas trop. Et ces 3 petits lands qui... ça m'étonnerait vraiment que ça n'apparaisse pas dans des decklists. Surtout celui-ci. Et celui-ci. Celui-là, peut-être les couleurs l'empêcheront, mais ces deux-ci sont quand même très intéressants. Voilà, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, dans les commentaires, si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez peut-être déjà fait un commentaire pour me parler des premières cartes, vous pouvez refaire un commentaire, enfin modifier votre commentaire pour me parler d'autres choses que vous avez vues dans la suite de la vidéo. On n'oublie pas le tirage au sort, évidemment, c'est important. Des bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la magie. Ciao YouTube!